Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire. Alors, Oui, bonjour Damien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai là pour les répondre. Et à la fin de ce webinaire, si entre-temps vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail et je laisse Damien pour la présentation. ok. Alors, donc, dans ce webinaire, nous allons traiter de la modélisation d'une cuve et de l'analyse des contraintes sur le logiciel de calcul aux éléments finis RFEM6. Pour ce webinaire, donc, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Et puis, Monsieur Asseya, Cosmo Asseya, sera présent tout au long du webinaire et pourra répondre à vos questions. Pour les questions, vous pouvez passer via l'interface de GoToWebinar via le chat et vous pourrez directement poser vos questions via l'interface. Si jamais il y a des questions que vous souhaitez nous faire suivre directement par mail, vous pourrez nous les envoyer à info@delubal.fr. Dans ce webinaire, nous allons voir différents points. Dans un premier temps, nous allons voir la partie modélisation et calcul d'une structure, ici en tôle ou plaque acier. On regardera ensuite tout ce qui est analyse des contraintes, des formations. On traitera aussi tout ce qui est éléments représentatifs. On verra ce à quoi ça correspond dans RFEM6, les éléments représentatifs. Et on regardera également tout ce qui est évaluation des résultats et documentation. Donc ici, on a un exemple de la cuve que l'on va regarder aujourd'hui. Ici, je vous ai mis un petit rappel par rapport au fond de cuve, aux géométries de fond de cuve. Donc là, c'est disponible sur Wikipédia. Et vous retrouverez également les informations, soit sur Wikipédia ou soit dans les normes dédiées au fond de cuve, les formules de calcul pour calculer les rayons et les formes du coup de ces fonds de cuve. Donc on va passer tout de suite sur RFEM pour pouvoir faire la modélisation. Donc tout d'abord au niveau de RFEM, quand on vient créer le modèle, on va nous se mettre ici sur un modèle en 3D et puis on va regarder ici, on va travailler avec différents modules. Donc là on va activer les modules qui vont nous intéresser pour ce webinaire avec le webinaire donc comportement non linéaire du matériau, le module comportement non linéaire du matériau et également le module analyse contrainte déformation. Ce sera les deux modules qui vont nous intéresser aujourd'hui. Ensuite, ici, on va retrouver la partie normes. Donc là, ce sont les normes qui vont être utilisées pour les assistants de combinaison de charge automatique. Et également ici, on a les assistants de charge climatique. On va pas utiliser d'assistants, enfin, on va pas les utiliser, mais on peut les laisser actifs ici. OK. Et donc ici, pour les combinaisons, on retrouve plusieurs normes internationales, dont les Eurocodes, et également les annexes nationales correspondant pour les Eurocodes. On va ensuite avoir dans la partie paramètres et options le choix de l'orientation de l'axe global Z ou des axes locaux. Et ici, on peut voir les options barres représentatives. Alors pour le moment, je les active pas. On reviendra dessus au moment venu pour cette partie-là. Donc ce sera tout à ce niveau-là et on va pouvoir fermer ici. Donc ici, on est au niveau de RFEM, on a notre grille de plan de travail. On va repositionner la grille de plan de travail dans le plan qui nous intéresse pour la construction de notre modèle. Donc on va se mettre ici sur le plan XZ. On peut se remettre en position avec une vue en -Y ici et on va pouvoir commencer à tracer, à modéliser notre cuve. On va tout d'abord commencer par le fond de cuve. Alors ici, on va venir créer un nœud que je vais positionner à l'origine, au point 0. Ici, ce nœud-là, je viens faire une sélection lasso et je vais venir le copier. Alors ici, je viens le copier sur X à 0,750 mètres et sur Z à moins 0,27 mètres ici. OK.
Ok, donc là ici on a le point qui va correspondre à l'extérieur de notre cube, donc à ce niveau-là. Ici on va venir copier ce nœud pour pouvoir faire la première courbe de notre fond de cuve. Donc là je vais faire une copie sur x à moins 0,15 et une copie sur z à 0,15. Ici. Et ici, donc, on va faire un arc avec un rayon de 0,15. Donc, on vient changer le type de ligne pour la modélisation. On passe sur un arc. On vient tracer un arc. Donc, c'est des arcs par 3 points. Peu importe la position, on vient juste venir après réajuster la valeur. Donc, tout d'abord du rayon. Alors, 0,15. Ici. Et puis ici, on va venir raccourcir l'arc. Alors, pour le raccourci, pour pouvoir faire la réduction au niveau de l'arc, donc là, on va réduire la fin de l'arc. Et puis ici, on peut préciser l'angle ici. Donc là, on a un angle de 90. Nous, on va partir sur un angle de 60 au niveau de l'arc. Ici, on a la prévisualisation du réglage et on peut faire valider pour revenir dans l'interface de RFM. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tracer l'arc suivant de notre fond de cuve. Donc là, ici, je vais juste faire une copie de ce nœud par symétrie selon le plan YZ, donc créer une copie. Le point d'origine, ça reste le point 0 et on peut faire valider. Donc là, on a nos 3 nœuds qui vont nous servir à définir notre arc et je reviens définir un nouvel arc. Ici. OK. Maintenant que j'ai mon arc de fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de conserver que cette portion d'arc ici, c'est que cette portion, en fait, celui-ci et celui-ci. Donc là, je vais venir découper mon arc que je viens de créer, puisque là, j'ai un nœud existant, donc je peux venir couper par ce nœud-là la ligne, et je garde que cette partie-là. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir créer notre fond de cuve. Donc là, ici, on va venir créer une surface par révolution. Et ici, on va juste venir choisir parmi les types de surface, ici, la surface de révolution. Et on vient choisir donc une référence de rigidité, un type de rigidité. Donc là, on reste sur standard. On vient définir une épaisseur avec un matériau. Et donc là, on va venir créer une nouvelle référence d'épaisseur avec une nouvelle référence de matériau. L'épaisseur, on va partir sur du 10 mm et en matériaux, on va aller chercher un autre matériau que du S235, on va chercher un acier inox et donc là, on va venir créer un nouveau matériau. On va ouvrir la bibliothèque ici et là, on va pouvoir regarder dans les matériaux, donc les tri par région, par référence de matériaux. Et là, sur les aciers, on va partir sur de l'acier inox. Puis là, on voit qu'on a plusieurs références dans la bibliothèque de matériaux. Donc là, nous, on va venir directement taper une référence. Donc, je sais la référence que je recherche. Donc, je vais renseigner directement une référence ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, donc dans la barre de recherche, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être celui-ci. OK. Et on peut valider. Donc là, on a pris une épaisseur avec notre matériau désigné. La révolution ici, elle se fait autour de l'axe qui passe par l'origine du modèle, 0, 0 et ici 0 et 1 mètre sur Z. Donc là, c'est bon. On va ensuite venir juste sélectionner les lignes que l'on souhaite utiliser pour créer nos surfaces de révolution. Une fois que cette partie-là est faite, on va juste venir rajouter ici un petit débord par rapport à notre fond de cuve. Et donc ici, je vais juste copier ce nœud-là sur Z à moins 0. Alors, hop.
moins 0,035. Et on peut valider. Donc là, j'ai le nœud qui est créé. Au passage, si on souhaite, pour préparer pour la suite, on peut déjà venir tracer une ligne ici. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir sélectionner notre fond de cuve et venir faire une copie. Donc là, on va faire une copie sur Z à moins 2,270 ici. Et notre cuve, on va réajuster l'orientation du fond ici et on va refaire donc une modification par symétrie. On va venir définir le point de symétrie qui sera celui-ci et le plan de symétrie qui sera XY. OK. Alors là, j'ai les axes locaux qui s'affichent, je peux les masquer. On n'en a pas besoin pour tout de suite. Hop. Ici, on va pouvoir venir rajouter une ligne qui passe à ce niveau-là. Et on va utiliser un des cercles ici qui a déjà été créé, une des lignes qui a déjà été créée ici pour pouvoir venir définir en fait le corps de notre cuve, ici le fût, à ce niveau-là. Donc là, on a vu qu'on pouvait passer par les surfaces de révolution. On peut également passer par la définition de surface quadrangle. Donc là, ici, on peut venir choisir les surfaces quadrangle et venir définir, donc toujours avec les mêmes références d'épaisseur de matériaux, définir une surface quadrangle. Il suffira ici juste de venir sélectionner les lignes de contour et on a la surface qui va être créée. Avant de venir créer les autres éléments, on va venir rajouter ici un piquage sur le fût, sur le corps de la cuve ici. Et donc, on va venir copier un élément, un nœud, qui va nous servir de repère pour la suite. Donc, ça va être ce nœud-là. On va faire une copie. Donc là, je vais la copier sur X 0,05. Alors après les unités, si vous souhaitez passer en centimètres, vous pouvez changer les unités directement ici. Vous avez le raccourci pour pouvoir modifier les unités si besoin. OK. Donc là, on a créé notre nœud. Et ici, on va venir ici directement créer un cercle, une surface circulaire. Donc là, ici, on peut venir parmi les différentes options de surface, créer un cercle. Et ici, on va définir une surface rigide. Donc là, ça va être la zone qui va venir fermer notre élément de piquage ici sur la cuve. Et on va venir repositionner le repère global, la grille du plan de travail ici. Donc on vient la repositionner dans le plan YZ. Et là, je vais venir faire un cercle de rayon 0,180. Alors, j'aurais pu valider ici. OK. Une fois qu'on a fait ça, ici, je peux venir sélectionner la ligne et on va pouvoir venir extruder cette ligne-là. Ici, lors de l'extrusion, on peut choisir l'orientation. Donc là, on va aller dans -X, puisqu'on doit aller du côté de la cuve. Et puis, on va aller sur une hauteur, ici, une longueur d'extrusion de 0,6 à ce niveau-là. OK. Ici. On peut passer en transparence et on peut voir ici le modèle. Maintenant qu'on a fait ça, on va demander à venir créer la liaison entre le corps et notre élément tubulaire ici, qui va venir se connecter à la cuve. Donc là, on va venir sélectionner nos surfaces et on va demander à diviser par les intersections et venir créer les ouvertures. Ici, on a l'intersection qui est faite, on a également une ouverture qui est créée. Cette partie de surface ne nous intéresse pas, donc on peut venir supprimer ici, et on conserve cette partie à ce niveau-là.
juste pour la suite, on va juste venir changer ici le corps de la cuve. Donc on voit qu'on a un élément qui est passé en surface type coupé au niveau de la géométrie. Là, je vais juste revenir sur une surface quadrangle ici. Et celle-ci, je vais la laisser en élément coupé. Et de la même façon qu'on a créé tout à l'heure la surface quadrangle, on va pouvoir venir compléter les petites portions de surface ici de notre cuve. Donc on vient sélectionner. On part sur un acier inox et on peut venir compléter hop, cette partie-là. OK. On a fait un premier piquage sur le corps. On va maintenant faire un autre piquage au niveau du fond de cuve. Donc en haut, en tête. Et à ce niveau-là, on va venir définir. Donc pour cela, on va se baser sur ce nœud-là qu'on va copier. Et on va voir maintenant comment créer des éléments cylindriques, mais cette fois-ci par révolution, comme on l'a fait initialement. Donc ici, je vais venir copier ce nœud et je le copie. Donc sur X, on va garder une première distance à 0. Sur Y à moins 0,4 et sur Z à moins 0,09. OK. Ce nœud-là, on va pouvoir ensuite le copier sur X à 0,2 ici. Une fois qu'on a fait ça, on va créer des lignes. Donc notre ligne d'axe de rotation est la ligne à utiliser pour créer notre surface par révolution. Donc là, ici, on va venir faire une copie. En Z, on va se déplacer de 0,25. Et ici, on va demander à lier les copies entre elles. Donc là, les nœuds copiés avec la création de lignes entre les nœuds copiés. Donc là, on a deux lignes qui sont créées. À présent, on va pouvoir créer notre surface de révolution. Donc toujours avec les mêmes références au niveau des épaisseurs et du matériau. La révolution ici, l'axe de révolution, ça va être les deux extrémités de cette ligne-là. OK, et on va pouvoir faire la copie. OK, à ce niveau-là. Ici, je vais rajouter un autre tube, un autre élément de piquage. Je vais le copier de nouveau ce nœud-là. Alors juste, ici, on avait lié les étapes. Là, on n'a pas besoin pour ce nœud-là. Sinon, je vais tracer des lignes qui ne vont pas m'être utiles. Et donc là, ici, je vais repasser. Alors sur X à moins 0,5. Sur Y, on va rester à 0. Et sur Z, on revient à moins 0,9. OK. Ici, on a créé une première surface. Cette surface-là, je peux venir la copier, cet élément de révolution ici. Et on va juste repositionner ces deux nœuds-là. Donc, on va les déplacer. Ici, on va faire un cylindre de diamètre 20. Du coup, on a juste à redéplacer les deux nœuds ici. Donc, sur X à moins 0,1 ici. Et on réajuste le cylindre. On va venir faire la connexion entre nos deux surfaces ici et le fond de cuve. Donc là, on va pouvoir faire la même chose. On va juste avoir après à retracer l'élément de fond de cuve ici, puisqu'on a une géométrie assez avec des courbes un peu particulières. Donc ici, il nous met juste celle-ci à recorriger. Donc je vais pouvoir venir réajuster le réglage ici. Donc je repars sur une surface de révolution et je viens resélectionner ma ligne à ce niveau-là. OK. Donc là, ici, on a bien des ouvertures qui sont créées. On le voit par
les différences de couleurs et à ce niveau-là, ou bien si on passe ici, on voit bien que là, on voit à l'intérieur de notre élément. Donc là, on a bien les ouvertures qui sont créées. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va avoir une cuve fermée. Donc, de la même façon qu'on a créé une surface rigide, ici, on va rajouter des surfaces rigides. Donc là, je vais venir définir des surfaces en sélectionnant les lignes de contour et je viens définir une surface rigide. Donc là, on n'a plus qu'à venir sélectionner les lignes de contour. OK. À ce niveau-là, on va pouvoir rajouter également des zones de raffinement de maillage au niveau des zones de connexion, de piquage sur la cuve. Et donc là, au niveau de ces lignes-là, on va venir rajouter des raffinements de maillage. Donc en double-cliquant sur la ligne, on accède aux options pour la ligne. Et ici, on vient rajouter un raffinement de maillage. Alors ici, vous avez plusieurs options sur le raffinement de maillage. Ici, on va définir une longueur de maillage à 0,025 à ce niveau-là. OK. Et puis pour l'ensemble du modèle, pour la cuve, on va venir également réajuster le maillage. Ici, on est actuellement sur un maillage global à 0,5 m, qui est un peu grand en taille de maillage. Donc là, je vais repasser sur 0,05 m à ce niveau-là. OK. Pour la suite, ce qui va nous intéresser, ça va être de pouvoir venir charger le modèle. Donc là, on va s'intéresser à l'orientation de notre maillage et plus particulièrement à l'orientation des axes, des axes locaux des éléments finis. Donc ici, on va pouvoir venir au niveau des éléments à afficher, venir activer les systèmes d'axes des éléments finis. On peut déjà générer le maillage pour voir comment il est créé. OK, donc là on a notre maillage qui est généré. Ici, on peut voir les zones de raffinement. Et ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est de s'assurer de l'orientation du maillage élément fini. Donc là, nous, on va venir charger vers l'extérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on va juste venir réajuster l'orientation du maillage. Donc là, on voit qu'on a des zones où on a le maillage, l'orientation de l'axe Z local qui s'oriente vers l'intérieur au niveau de notre maillage. Là, ici, on est bien vers l'extérieur pour cet élément de piquage. Là, pour la partie supérieure, on a bien les zones qui partent vers l'extérieur. Et par contre, ici, on va devoir tourner notre maillage, nos axes. Donc là-dessus, on va pouvoir revenir corriger cette partie-là. Et normalement, cette partie-là, on vient juste inverser au niveau des surfaces le système d'axes locaux. Je relance. Et comme ça, on va pouvoir vérifier l'orientation. Et donc là, on a bien notre maillage ici sur le corps de la cuve qui est orienté avec le Z vers l'extérieur. Ici, le Z vers l'extérieur également. Donc là, ça va être bon pour la suite. OK. Donc là, après, on n'a plus besoin de cette option-là. On peut rester sur l'affichage du maillage sans les axes locaux. On va pouvoir poursuivre la modélisation. On a une cuve. Maintenant, on va définir les supports de la cuve. Donc ici, on va venir rajouter des barres. Donc je viens copier ces nœuds. Je viens copier le nœud à une distance avec un vecteur de translation de 1 mètre. Et je viens créer une copie. Ce nœud-là, on va tourner ce nœud de 45 autour de l'axe de la cuve. 45. Donc la position de rotation, c'est bien 0 autour de l'axe Z. Il est ici. Et maintenant, on va créer 3 autres nœuds. Et en fait, ces nœuds-là vont nous servir d'appui, d'éléments de support de notre cuve. Donc on va venir créer 3 copies. Cette fois-ci à 90 degrés. On valide. Donc là, on a nos 4 nœuds et maintenant on va créer les supports. Donc on va créer des barres.
Pour cela, on va faire une copie et comme tout à l'heure, on va lier les pas, sauf que là, on va créer des lignes, mais en plus créer des barres. On vient créer ici une nouvelle référence de barre. Donc là, je viens choisir, définir une nouvelle section. Je vais aller dans la bibliothèque chercher des sections type cornière avec des ailes symétriques ici. Et ici, on va prendre des 100 par 8 à ce niveau-là. Et pour ces éléments de support, on va rester sur de l'acier S235. Juste au passage, la section pour préparer pour la suite, ici, on va lui définir une rotation de 45 degrés. OK. Et ensuite, les barres, on va demander à orienter l'axe local des barres selon une orientation vers un nœud spécifique. Et ce nœud spécifique, ça va être le nœud ici de notre fond de cuve. OK. Et on peut valider. Je valide. Et là, effectivement, alors, je me suis trompé d'orientation. On va juste changer. Je reviens sélectionner mes nœuds parce que j'ai peut-être pas renseigné le vecteur de translation. J'avais laissé 1 mètre. Donc là, moi, je vais partir à moins 1,25 mètres. Le reste, toujours, est bien réglé comme je le souhaite, comme je l'ai fait précédemment. Et là, je peux valider. OK. Donc là, ça va être les éléments de support, les points d'accroche. Et puis, je vais rajouter ici encore une dernière copie à 0,25 ici. OK. Donc cette partie-là va être, cette portion de barre vont être encastrées rigidement à notre cube. Et ensuite, ici, on a nos supports. Ces supports-là, on va rajouter des éléments de stabilisation, de contreventement à ce niveau-là. Donc, je viens diviser les barres à une distance de 30% de la fin. Et je vais juste venir créer des nœuds sur la barre sans la diviser. Ici, on peut voir que maintenant, on a des nœuds qui s'affichent en bleu. Donc ça, c'est des nœuds sur la barre. Donc on a un code couleur différent pour les nœuds standards et les nœuds sur les barres. Et on va rajouter des éléments de stabilisation. Donc on vient créer une nouvelle section. Sur la bibliothèque, on vient chercher et définir des plats en fait ici de 60 par 8. OK. En S235. On va tourner ça de 90 degrés, les barres de 90 degrés, et on va pouvoir tracer nos éléments. OK. Donc là, on a ce modèle. Et ici, on va pouvoir juste venir sélectionner ces barres, faire des copies par rotation, 3 copies à 90. Les éléments sont pas liés entre eux pour les copies, donc c'est bon. Et je valide. Ces éléments-là, hop, ici, on va juste changer le type de barre en éléments treillis, donc qui seront articulés aux extrémités, pour pas avoir de moment aux extrémités de ces barres-là. Et il ne nous reste plus qu'à définir les appuis, donc on vient définir nos appuis. Des appuis simples comme ceci. Si vous voulez jouer sur la taille des appuis, on peut directement jouer sur la jauge via le clic droit, ici, à ce niveau-là. Donc là, le modèle est fait. On va pouvoir éventuellement rajouter des lignes de soudure. Donc au niveau de RFM6 avec le module d'analyse de contraintes, vous avez la possibilité de définir des lignes de soudure. Donc là, on va pouvoir définir au niveau des lignes ici qui vont connecter le corps de notre cuve au fond, aux éléments de fond de cuve. Donc on va venir définir une soudure. Donc dans les types pour les lignes, on va retrouver ici les assemblages soudés. Et là, on va pouvoir venir définir le type de soudure, le type d'assemblage, la taille de la soudure. Donc là, je passe sur 10 mm. Et ensuite, on va pouvoir venir sélectionner la ligne et les surfaces associées. Alors, je viens sélectionner une ligne et les surfaces associées.
une nouvelle référence de ligne ici et les surfaces associées. Hop. OK. Et donc là, on retrouve nos soudures qui sont représentées ici. Pour la suite, on va pouvoir passer à la définition du chargement. Donc au niveau du chargement, ici, on va venir définir deux autres cas de charge. Donc on a un premier cas de charge poids propre. On va avoir un autre cas de charge qui sera la pression interne et sur lequel on peut désactiver ici le poids propre. Et on a un autre cas qui sera là où on aura la cuve pleine ici, et ici on va pouvoir venir ensuite définir nos cas de charge. Au niveau des actions, on retrouve nos deux types d'actions et ensuite les situations de projet. Donc là, on a les combinaisons générées par rapport à l'UALU et aux ELS ici. Et on est sur l'assistant de combinaison qui vient nous générer nos combinaisons de façon automatique. Là, ici, ce qui m'intéresse, c'est de définir moi-même mes combinaisons sur la base des combinaisons d'actions. Donc là, moi, je vais garder que les ELU. À ce niveau-là, au niveau de l'assistant de combinaison, on va venir modifier et demander à tenir compte des combinaisons définies par l'utilisateur, des combinaisons d'actions définies par l'utilisateur. Et ici, je vais pouvoir venir rajouter une combinaison d'actions. Ici, on va prendre directement la combinaison qui correspond à la somme de nos deux types d'actions, permanente et permanente d'exploitation ici. On va regarder un facteur de 1 et ensuite ici, du coup, on a nos trois combinaisons. Première combinaison, on a CC1 plus CC2. Deuxième, on a CC1, CC2 et CC3. Et la troisième, on a juste CC1 et CC3. On valide. Et maintenant, on va pouvoir passer à la définition des charges. Donc là, ici, on va définir la pression interne. Et donc pour cela, on va venir sélectionner le chargement de surface. Ici, on vient définir une pression interne. Elle va être uniforme. Elle va être selon le repère local. Ici, donc selon Z, raison pour laquelle on a regardé tout à l'heure pour l'orientation des axes locaux au niveau du maillage. Et ici, on vient définir la valeur de chargement. Donc nous, on va renseigner une valeur de 5 bars initiale. Donc si jamais on veut changer les unités, on peut le faire ici. Donc là, je peux changer par exemple à 5 en bars, en unité, et mettre 5 bars. Et puis maintenant, je peux repasser éventuellement. Si on a un doute sur les valeurs, sur les conversions d'unités, on peut changer les unités et je peux repasser maintenant en kilonewton par mètre carré. Et donc voilà. OK. Et ici, on va appliquer cette charge sur ces parties de notre cuve et également la partie supérieure. La partie intérieure, on n'a pas besoin d'appliquer les pressions dessus vu qu'on est déjà sur des surfaces à l'intérieur. Donc ça, c'est des éléments qui viennent raidir un peu cette partie-là. Et je peux valider. OK, donc là, on a la représentation de notre chargement sur la cuve pour la pression interne. On va passer sur le chargement de la cuve pleine, donc comme si ici on avait un liquide ou des produits stockés à l'intérieur. Et donc on va avoir une charge variable selon Z en fonction de la hauteur de remplissage de la cuve. Et donc ici, on va venir rajouter un nouveau chargement. Ici. On sera toujours sur une force. Cette fois-ci, elle va être linéaire selon Z et elle est toujours en local selon Z. Ici, on va venir définir nos deux points de référence. Le premier point, le niveau supérieur qui sera là et le niveau inférieur qui sera à ce niveau-là. Ici, je vais venir définir 20 kN par mètre carré pour le fond. Et ensuite, on va avoir la redistribution de charge qui va se faire de façon linéaire selon le repère global Z. Là, on a notre distribution qui est faite. OK. Et pour la suite, on va pouvoir donc passer sur la partie calcul du modèle.
Donc pour le calcul, on va déjà par exemple calculer un premier exemple sur la cuve ici. On a le maillage qui est généré. Et ici, le calcul du cas de charge CC3 qui est effectué. Ici, je peux visualiser la déformation éventuellement de la cuve déjà. À ce niveau-là, alors je vais passer en déformation ici. Donc là, on a augmenté la déformation, mais ça permet de voir le chargement, comment il se fait. Et ce qui peut être intéressant, c'est de visualiser la distribution ici de charge linéique dans la surface. Donc là, ici, on peut aussi visualiser la distribution de charge selon PZ local ici. Et là, on peut voir la distribution de charge également. OK, à ce niveau-là. Si je regarde avec la pression interne, juste pour voir comment se fait le chargement, comment se déforme la cuve avec la pression. Je vais passer sur la déformation et là on peut venir amplifier la déformation et voir, ici on voit bien que la surface, que les éléments partent vers l'extérieur, donc on a bien une pression qui s'applique et qui vient de pousser les parois de notre cuve. OK. Donc là maintenant on a nos combinaisons, nos cas de charge qui sont faites, qui sont définis, et on va pouvoir passer à la partie vérification et analyse de contraintes. Donc au niveau de la partie vérification, on va retrouver la partie module d'analyse de contraintes. On va retrouver les informations à ce niveau-là, dans l'arborescence du navigateur de données, et également dans le tableau. Donc là, au niveau du tableau, je vais dans la partie analyse contrainte déformation, et ici, on retrouve les différentes données. Donc là, les données d'entrée. Au niveau des éléments qui vont être calculés, on va avoir le calcul des barres, des surfaces, des assemblages soudés. Ici, on peut voir que dans les surfaces, on en a 3 qui sont définies en rouge, donc qui ne seront pas calculées ici, puisque ce sont les surfaces dites qu'on a définies de type infiniment rigide, ici, donc qui ne seront pas calculées. On retrouve ici la possibilité de définir des vérifications selon des intervalles de contrainte, le rappel sur les matériaux, sur les sections qui sont utilisées, sur les épaisseurs. Donc là, ici, on a une seule et unique épaisseur dans le modèle, épaisseur 10 avec le matériau d'acier inox. Et ici, vous retrouvez une possibilité, si vous le souhaitez, de faire une optimisation. Donc, ce qui sera possible éventuellement, si vous souhaitez optimiser les épaisseurs de la cuve par la suite, c'est d'utiliser la fonction optimiser pour qu'il lui puisse vous proposer des épaisseurs mieux adaptées par rapport au niveau de contrainte que vous aurez dans les surfaces. On va aller ensuite dans la partie configuration de barre. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir accéder aux paramètres. Donc ici, on va avoir différentes contraintes qui peuvent être contrôlées au niveau du module. Nous, ce qui va nous intéresser dans cet exemple-là, ce sera de garder ici que les contraintes von Mises, ici, au calcul. Même chose au niveau des surfaces. Ici, on va retrouver la possibilité de gérer et de choisir les contraintes que l'on souhaite calculer et contrôler. Et nous ici, de la même façon, on va conserver ici que les contraintes max de von Mises. Et ici, on va lui imposer une valeur spécifique à contrôler, un ratio max, en fait, une valeur max ici, qui sera la limite, qui sera de 280 newtons par millimètre carré. Donc vous pouvez imposer aussi vos valeurs à ce niveau-là. Par défaut, il prendra sinon les propriétés par rapport aux matériaux définis. Et même chose pour les soudures. Ici, on va retrouver les paramètres ici pour les valeurs à calculer et les éléments à sortir, à vérifier pour les soudures. Donc là, on peut également nettoyer pour conserver que les contraintes ou les efforts qui nous intéressent à ce niveau-là. Et ici, on va garder cette contrainte à ce niveau-là. Et on va définir également une valeur définie par l'utilisateur pour le calcul de cette contrainte. Donc la contrainte résultante au niveau de la soudure.
OK. Et ce sera tout à ce niveau-là. Vous avez également les paramètres globaux du module qui sont disponibles ici. À ce niveau-là, on repassera dessus juste dans quelques instants. Donc là, je vais lancer le calcul du module avec le contrôle de contrainte. Donc là, on va lancer le calcul sur les calculs de combinaison et puis après, l'analyse des contraintes qui va être exécutée. OK. Ici, on retrouve les différents éléments que l'on a lancés au calcul dans le module. Donc, le calcul des contraintes au niveau des barres, des surfaces, également la partie assemblage soudé pour le calcul des soudures. Ici, on va déjà regarder la partie surface à ce niveau-là. Et au niveau des surfaces, ici, on va retrouver donc là les contraintes max, contraintes équivalentes max de von Mises au niveau des surfaces. On retrouve ici l'échelle de couleur également qui est disponible. Et ensuite, la partie ratio de contrainte qui est disponible également à ce niveau-là. OK. Donc là, on peut voir qu'on a des zones, on a plus de contraintes que dans certaines zones, notamment dans les fonds de cuve, au niveau des zones des arcs ici, et également au niveau des zones de piquage sur la cuve. OK. Ici, ces résultats, on peut également les visualiser dans les tableaux. Donc on va pouvoir passer soit sur les contraintes dans les barres, soit les contraintes dans les surfaces. On va déjà regarder dans un premier temps la partie contraintes dans les surfaces. Et ici, on peut visualiser les contraintes donc par différents regroupements de tableaux. Les contraintes par situation de projet, donc là les contraintes par ELU, par chargement selon les combinaisons, par matériaux si on avait plusieurs matériaux, par épaisseur si on avait plusieurs épaisseurs de surface. Par surface, ici, ça permet d'identifier quelle surface éventuellement pourrait être également considérée avec des nouvelles épaisseurs individuelles pour pouvoir optimiser les épaisseurs, et par position. OK. Et donc là, on peut voir qu'on a uniquement des résultats de contraintes à ce niveau-là. Je passe sur la partie soudure, juste avant de revenir sur un point particulier au niveau des surfaces. Au niveau des soudures, ici, on va pouvoir, alors je raffiche les résultats, je mets juste les surfaces. Et ici, au niveau des soudures, on va pouvoir visualiser ici au niveau du long du cordon de soudure, donc soit directement les différentes valeurs par rapport aux efforts que l'on a ici, soit directement les ratios de contrainte. Également sur les soudures, on a des options. Alors je suis pas venu en détail sur cette partie-là, mais là on a des valeurs qui sont lissées au niveau des résultats. Vous pouvez également demander à avoir des valeurs non lissées au niveau des données d'entrée. Donc là, si je reviens sur la partie réglage pour les soudures, pour les calculs, ici on peut venir lisser ou ne pas appliquer de lissage au niveau de nos soudures, de nos résultats. Si j'applique ça, il va juste demander de relancer le calcul. Et là, on va voir qu'on n'a plus de lissage au niveau des résultats pour les soudures. OK. À ce niveau-là. OK. Donc là, ici, on pourra exploiter, et avec le ratio qu'on a défini, la valeur limite qu'on a définie, on va pouvoir également contrôler les ratios par rapport à des limites que l'on définira au niveau des soudures. Donc là, c'est pour la partie soudure. Vous retrouvez également les résultats dans les tableaux pour les soudures s'il y a besoin d'exporter ces données-là. Je reviens sur les surfaces. Tout à l'heure, on a dit que le module, c'était le module contrainte déformation, d'analyse contrainte déformation. Or là, on a uniquement des analyses de contraintes
au niveau de nos surfaces. Donc là, ici, on va pouvoir revenir dans les données d'entrée de notre module et on va juste venir dans les paramètres globaux que je vous ai montré tout à l'heure pour activer la partie analyse de déformation. OK. Maintenant, au niveau des paramètres pour les surfaces, on va avoir un nouvel onglet ici qui va correspondre à la partie déformation pour la déformation plastique. Et là, ici, on va avoir des critères qui vont être de déformation, qui vont être disponibles, avec ici une possibilité de définition de limite de la déformation plastique, qui est définie par défaut à 50 pour 1000. Donc là, ici, on va toujours par rapport à von Mises contrôler les déformations à ce niveau-là. On va pouvoir relancer le calcul. Et ici, au niveau des résultats, on va récupérer à présent une partie déformation. Donc là, on peut visualiser, on a accès au ratio. Or, on a défini dans notre paramètre, au niveau de la partie déformation, un ratio limite une valeur limite de 50 pour 1000. Or là, on n'a pas de référence de ratio par rapport à cette déformation limite plastique. Ici, on va pouvoir donc venir considérer cette limite plastique à condition que l'on vienne modifier notre modèle de matériau. Au niveau du modèle de matériau, ici on est sur un modèle isotrope standard et on va pouvoir venir modifier notre matériau. Donc là, dans les objets de base, on va venir modifier notre matériau et à ce niveau-là, on va passer sur un matériau isotrope élastique non linéaire. Ce choix de matériau-là, il va être disponible grâce à l'activation du module qui permet de venir considérer les non-linéarités sur les matériaux. Et à ce niveau-là, on va avoir dans la partie isotrope élastique non linéaire, ici, dans cet onglet, des informations sur les propriétés non linéaires de notre matériau. Et là, on va venir modifier la limite d'élasticité pour la compression-traction ici. Par défaut, le matériau, sa valeur, c'est 330. Ici, nous, on va juste revenir modifier pour que ça colle avec ce que l'on a défini dans le module de vérification de contrainte de déformation. On va le passer à 280. OK, donc ça veut dire que dès qu'on va dépasser cette valeur-là, on sera dans une zone plastique. OK, je valide et je vais pouvoir maintenant relancer le calcul au niveau du modèle. Alors oui, juste modifier. Allez, je relance le calcul. La partie contrainte. Et là, on va pouvoir vérifier si on a une déformation plastique à ce niveau-là. S'il n'y a pas de déformation plastique, ce qu'on fera, c'est qu'on viendra pour voir ce qui se passe quand on a une déformation plastique, on viendra augmenter la pression interne à ce niveau-là. Donc là, on a le calcul qui est fait. Au niveau, maintenant, si on regarde la partie déformation, donc là, on a les déformations, et là, on voit qu'on a des nouveaux éléments qui s'affichent dans les résultats avec la partie déformation plastique. Donc là, on voit qu'on n'a aucune déformation plastique, et puis après, on a la partie rapport plastique. Mais comme on n'a pas de déformation plastique, on a des ratios qui sont à 0. Donc ici, pour pouvoir avoir des zones avec plastification, on va venir modifier la pression. Donc ici, sur la pression interne, je vais juste venir tout sélectionner. On était initialement à 5 bars, je vais passer maintenant à 10 bars. Donc hop, je passe ça ici. Et on va relancer le calcul. Et là, si on va pouvoir voir que dans les zones où on a une plastification et donc une déformation plastique, on va pouvoir voir que le niveau de contrainte sera différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on regarde les déformations. Juste masquer les charges et je repasse sur les résultats.
Ici, au niveau des déformations plastiques, on peut voir qu'on a ici certaines zones avec déformations plastiques au niveau des fonds de cube, à ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on va aussi avoir un ratio par rapport à un rapport plastique ici. Alors, ici, c'est très faible. Donc, si on veut visualiser les zones éventuellement, on peut aussi, on a un mode d'affichage des résultats ici qui permet au niveau d'affichage en isobande d'afficher les zones grises. À ce niveau-là, ça permet de n'afficher que certaines zones par rapport à notre échelle ici de couleur. Et donc là, on peut voir les zones qui correspondent bien à la partie déformation ici plastique pour les rapports. OK. Si on regarde maintenant les contraintes, on peut voir que contrairement à tout à l'heure, on a des zones où on a atteint maintenant la valeur limite de 280 et ces zones-là correspondent aux zones en fait où on a les déformations plastiques. Donc dès qu'on a la déformation plastique, la contrainte max qu'on aura à ces niveaux-là va s'arrêter à la valeur limite que l'on avait définie. Donc là au niveau du matériau. OK, donc voilà à ce niveau-là, avec les déformations et les contraintes. Donc on a vu les soudures, on a vu la partie surface, et maintenant on va pouvoir s'intéresser aux barres. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait regarder les barres et je vous ai précisé dans l'introduction que nous allons regarder aussi les éléments représentatifs. Donc on va juste revenir dans les données de base du modèle pour pouvoir activer les éléments représentatifs et on va regarder ensuite les résultats au niveau des barres et des éléments représentatifs. Donc je reviens dans les objets de base, données de base, et ici je vais venir activer dans les paramètres et options les barres représentatifs. Ici en activant cette partie-là, on a une partie assistant des barres représentatives. Donc les barres représentatives vont permettre de regrouper sous une même entité plusieurs barres qui ont les mêmes propriétés. Donc là, les mêmes propriétés par rapport aux matériaux, aux sections, au type de ligne, type de barre, par rapport aux longueurs de barre. Et après, vous avez d'autres options qui sont disponibles que vous pouvez activer ou désactiver en fonction des barres que vous souhaitez regrouper entre elles. OK. Donc là, effectivement, on va écraser les résultats et on va juste relancer le calcul sur la partie analyse de contraintes. Donc là, calculer les différents éléments. Avant de regarder les résultats, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau des barres représentatives. Tout à l'heure, il y avait des éléments d'affichés qui n'étaient pas là, notamment ici, la présence des petits symboles ici, carrés, en milieu de barre. Ici, on peut voir que pour tous les éléments, les montants, ici, on a des carrés rouges, là, des carrés bleus. Donc, en fait, ces éléments-là correspondent à la représentation, ici, des éléments représentatifs. En sélectionnant la barre ici, je sélectionne que la barre. En sélectionnant ici l'élément rouge, ici, le carré, au centre de ma barre, en fait, je viens sélectionner l'élément représentatif qui regroupe toutes les 4 barres ici qui sont identiques. Même chose pour les éléments de stabilisation, de contreventement ici. En sélectionnant l'élément représentatif, donc le carré bleu au milieu, je sélectionne directement toutes les barres. Ce qui va nous permettre après, si on a besoin de faire des modifications sur ces éléments représentatifs, on va pouvoir directement double-cliquer dessus et éventuellement apporter des modifications ici sur la partie module analyse de contraintes déformation, ou bien quand on est sur le module de vérification Eurocode 3, apporter des modifications sur les paramètres à ces barres représentatives pour les analyses par exemple de stabilité ou les réglages ELU, ELS sur les barres. Donc là on retrouve nos 3 barres représentatives ici qui correspondent à nos montants, à nos éléments de stabilisation ici, de contreventement, et puis à nos 4 barres qui sont là liées de façon rigide à la cuve. Les résultats, on va pouvoir les visualiser au niveau du module d'analyse de contraintes, au niveau des barres
et également au niveau des barres représentatives. Dans l'affichage graphique, on va voir que l'on va avoir une petite différence entre les deux méthodes, les deux types d'éléments que l'on a calculés. Au niveau des barres, ici, on peut voir qu'on a des variations de contraintes le long des barres, donc chaque barre n'a pas forcément la même contrainte le long de celle-ci. Pareil pour les ratios, on a des ratios qui peuvent varier. Donc là, le max est ici à 0,074. Ici, on est à 0,067. Donc on a les valeurs différentes. Donc là, c'est quand on regarde pour les contraintes et les ratios au niveau des barres. Quand on va regarder les barres représentatives, au niveau des résultats, il va nous sortir le max par rapport aux éléments qui sont intégrés dans l'ensemble des éléments représentatifs. Donc là, ici, pour les montants, il nous affiche ici les résultats de contraintes par rapport aux valeurs max sur nos 4 barres initiales qui sont regroupées sous cet élément représentatif. Pareil sur les ratios, du coup, ici on voit qu'il nous affiche sur chaque montant un ratio max de 0,074, alors que si on regarde sur les barres, en fait le 0,074 il se trouve uniquement là. Donc quand on regarde la partie éléments représentatifs, ça va nous permettre de tout de suite visualiser sur l'ensemble de mes montants quelles sont les valeurs max au final sur l'ensemble et pouvoir dimensionner l'ensemble pour que ça puisse être valide par rapport aux contraintes max que j'aurai. Voilà à ce niveau-là ce que l'on peut faire pour la partie barre et barre représentative et les petites différences qu'on a entre les deux pour les résultats. On va pouvoir passer maintenant sur la partie documentation. Donc là, on a des résultats de contraintes, des formations, de vérification de contraintes dans les barres, dans les surfaces, des résultats au niveau des soudures. Et là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir créer un rapport. Donc pour créer un rapport, on va venir créer directement un rapport d'impression. Ici, on va avoir le gestionnaire de rapport d'impression. On va avoir accès à différentes rubriques. Donc là, vous pouvez choisir les rubriques que vous souhaitez documenter ou non dans le rapport. Donc là, il y a certains éléments qui sont peut-être pas forcément nécessaires. Hein. Lister toutes les références de ligne du modèle, c'est pas forcément nécessaire à ce niveau-là. Vous pouvez également, vous avez dans le logiciel des listes de pièces qui peuvent être éditées. Bon là, on va pas les ajouter. Ensuite, sur les résultats, on peut venir faire également afficher différents types de résultats. Donc là, sur la partie résultats d'analyse statique, ici, vous pouvez par exemple afficher les forces d'appui, les efforts internes par section, ce sera peut-être pas forcément nécessaire, on va garder que les forces d'appui. Si vous souhaitez afficher les résultats au niveau des forces d'appui que pour certains chargements, vous pouvez venir dans les options, activer chargement et venir choisir les éléments à afficher. Par exemple, si je conserve que les combinaisons ici. Pour les forces d'appui. Et puis ensuite, on retrouve la partie analyse des contraintes. Donc là également, hein, vous avez différentes données. Vous pouvez documenter les différents réglages que vous avez au niveau de la partie du module analyse de contraintes, des contraintes des formations. Et pour les résultats également, vous avez plusieurs choix. Dans la partie non valide, on n'a pas besoin de dire que le module n'a pas pu calculer les surfaces rigides puisque ça n'a pas d'utilité ici. Ici, la partie contraintes dans les barres, on va plutôt garder les contraintes dans les barres représentatives. Donc là, ici, on va pouvoir venir garder uniquement celle-ci, par exemple, contraintes dans les barres représentatives par barre représentative. Pareil pour les surfaces, on va garder les contraintes dans les surfaces par surface. Les soudures, contraintes dans les surfaces soudées par ligne, OK. Et les déformations dans les surfaces par surface. OK. Et le reste, on n'en a pas forcément l'utilité ici. Je vais garder que ça. OK. Donc je peux faire enregistrer et afficher le rapport. Donc là, on va voir le rapport qui est généré. Dans RFM6, vous pouvez travailler avec
la fenêtre de RFM du logiciel et également la fenêtre du rapport en parallèle. Donc là, ici, on peut très bien garder cette fenêtre-là d'ouverte, de revenir sur le logiciel, revenir sur le rapport. Donc vous pouvez faire des modifications sur le modèle, relancer des calculs et après refaire demander à mettre à jour le rapport d'impression si besoin. Donc là, on retrouve le rapport d'impression ici avec les différentes rubriques. Vous retrouvez l'arborescence également. On va pouvoir avancer. On va visualiser ici les résumés sur les analyses. Et là, les nœuds force d'appui. Puis la partie analyse des contraintes, avec là les objets analysés, les réglages qu'on avait définis. Et puis là, les résultats, contraintes sur les barres représentatives, dans les barres représentatives. Donc là, pour les 3 groupes de barres représentatives, on retrouve directement les contraintes max et la contrainte limite. Pareil pour les surfaces. Et pareil au niveau des soudures. Et puis après, on retrouve la partie déformation et une vue d'ensemble où là, on retrouve les points les plus... les résultats max sur l'ensemble des vérifications ici dans le module. OK. Bon, là, on a fait notre rapport. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de pouvoir le documenter avec des images. Donc là, au niveau de RFM, on va pouvoir, par exemple, documenter, vu qu'on est sur les résultats au niveau des barres, on va venir afficher uniquement, par exemple, les barres par matériaux. Ici, on va passer en affichage comme ceci. Puis au niveau des affichages de résultats de contraintes, on va afficher les contraintes, mais plutôt de les afficher sous forme de diagramme. On va les afficher directement avec un rendu, un code couleur sur de distribution de contraintes dans les sections, dans les barres. Et on va garder le modèle arrière visible en arrière-plan et on va documenter ça, on va envoyer ça dans le rapport. Donc on va venir créer une nouvelle image pour l'envoyer dans le rapport d'impression. OK, vous pouvez régler la hauteur, vous pouvez régler les réglages par rapport à la mise en page dans le rapport, dans le rapport. Ici, celle-ci, on va la garder comme ceci et on va enregistrer. Je valide. On va faire quelques autres vues, cette fois-ci sur des résultats plutôt sur les surfaces. Avec par exemple sur la partie fond de cuve ici. Et puis ces éléments-là ne nous intéressent pas, on va demander à les masquer. Et on va passer ici et on va demander à afficher par exemple les contraintes dans les surfaces à ce niveau-là. Donc on peut, pourquoi pas, faire une première vue avec ici les résultats de contraintes, une autre vue avec les ratios, pourquoi pas. Et puis avec les déformations et déformations plastiques. Alors je vais remasquer les... Hop. Je affiche les résultats, on envoie ça au rapport. Je valide. Et puis une dernière vue avec les déformations plastiques. Et on va créer une dernière vue, cette fois-ci avec une vue 3D, donc une image 3D qui sera manipulable. Donc là, je vais juste annuler et repasser sur l'affichage des contraintes. J'annule le mode de visibilité. Ici, et puis je peux afficher les résultats de contraintes dans les barres. OK. Et puis là, on va repasser sur cette vue et on va demander à l'envoyer en vue 3D.
donc pour un PDF 3D. Et donc ici, on peut demander à créer une image pour un fichier PDF 3D. Donc au niveau des rapports, on pourra ensuite donc récupérer le rapport. Je l'ai là. Donc le rapport, on va le récupérer, on va pouvoir l'éditer au format PDF. Ici, donc on peut retrouver les rubriques que l'on avait dans notre rapport d'impression initiale, ici, avec ensuite la partie vérification et la partie vérification. Et ensuite, on va retrouver également les différentes images qu'on a pu envoyer au rapport à ce niveau-là. Donc les résultats au niveau de contraintes, au niveau des barres, au niveau des surfaces et également au niveau donc là des déformations. Et on va retrouver également PDF 3D ici. Alors je m'autorise juste la partie PDF 3D. Et là ici, ça va vous permettre d'avoir un objet manipulable au niveau du PDF. Donc éventuellement avec les résultats qui seront disponibles. OK. Le PDF, le rapport d'impression, pardon, vous pouvez également l'éditer en format HTML. Format HTML, ça vous permet ensuite de l'ouvrir donc sur un navigateur. Ici, vous retrouvez les données, mais également, ça va vous permettre aussi de l'ouvrir soit sur Word, soit sur Excel dans un tableur, si besoin, pour pouvoir après exploiter la note de calcul directement sur Excel. Donc, je peux passer dans Excel et là, venir ouvrir un rapport directement, donc le fichier HTML, on va pouvoir venir l'ouvrir directement, hop, à ce niveau-là, et on va retrouver donc les différentes rubriques. Vous avez accès au tableau s'il y a besoin de faire des modifications, de réajuster la mise en page à ce niveau-là. Le format HTML, il va également vous permettre de retrouver les différentes informations par rapport aussi à des images que vous avez fait. Vous retrouvez, ça vous exporte en fait les images que vous avez créées au niveau de cette partie-là pour le rapport d'impression. OK. Donc à ce niveau-là, au niveau de la partie rapport d'impression, ce sera tout pour ce webinaire. Hop, et là on retrouve les images, également dans le fichier Excel. Donc ce sera tout de mon côté. Donc par rapport aux solutions de Delubal Software, vous retrouvez sur notre site internet différents services en ligne gratuits. Vous avez également donc par exemple les outils GeoZone Tool qui sont disponibles, qui vous permettent d'avoir une carte avec les informations de neige, vent et sismicité. Donc vous avez la possibilité de faire un certain nombre de recherches qui est disponible gratuitement. Vous avez ensuite aussi accès à des propriétés de section. Donc sur le site, vous retrouvez les bibliothèques de section avec les informations sur les propriétés des sections, si vous avez besoin de recontrôler des propriétés ou de visualiser des sections avec des informations par rapport à ces sections. Vous retrouverez aussi une bibliothèque avec de nombreuses FAQ et de nombreux articles de base de connaissances qui seront disponibles. Donc parmi ces FAQ ou articles de base de connaissances, vous trouverez certainement des informations ou peut-être des réponses à certaines questions que vous vous posez peut-être. Et vous trouverez également sur le site des modèles qui sont disponibles gratuitement en téléchargement, dont vous trouvez notamment le modèle que l'on a vu aujourd'hui dans ce webinaire, qui sera disponible également au téléchargement. Vous pouvez également consulter nos vidéos sur nos chaînes YouTube ou directement sur notre site. Vous retrouverez donc les vidéos de nos webinaires ainsi que les vidéos d'information, d'actualité sur les solutions de Delubal Software. Vous avez également accès sur notre site internet à la boutique en ligne, si vous souhaitez directement passer dessus. Et vous trouverez également les formulaires pour pouvoir demander les versions d'essai, donc de 90 jours, sur les solutions de Delubal Software. Donc, si vous souhaitez tester Airfam 6, vous pouvez télécharger et demander une version d'essai de 90 jours. Vous pouvez également, via notre site internet, vous inscrire à notre newsletter
N'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être tenu informé de nos événements, de nos prochains événements. Donc là, ici, directement sur la page principale, vous pouvez descendre un peu et vous retrouverez la possibilité de vous inscrire à notre newsletter. Si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail à info@delubal.fr, soit au numéro indiqué ici, 01 78 42 91 61. Donc, je vous remercie pour votre participation, pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.